Ton titre de colonel ne signifie rien dans ces rues. Sors de la voiture ce soir. C'est moi, la loi. Mon beau-frère a claqué sa paume ouverte sur le capot de mon SUV, et a hurlé dans l'air glacial de la nuit. Il a braqué la lumière crue de sa lampe de poche tactique, directement dans mes yeux, un sourire méprisable et arrogant tordant ses lèvres. Quelques heures plus tôt à peine, j'avais servi le dîner à cet homme. Maintenant, il se tenait sur une portion déserte de l'autoroute, se cachant derrière son insigne de police locale. Inventant de toutes pièces une accusation de conduite en état d'ivresse, contre un colonel du corps des marines. Et tout cela, simplement parce que j'avais refusé de lui offrir sur un plateau, une carrière qu'il n'avait jamais méritée. Mais le coup de poignard le plus atroce, est venu de ma propre sœur biologique, hurlant à travers mon téléphone, le lendemain même. En poursuivant mon mari en justice, tu déchires cette famille. Elle avait choisi un flic corrompu, plutôt que sa propre chair et son propre sang. Matthew pensait, que son petit insigne brillant le rendait intouchable face à la famille. Mais alors que je sortais silencieusement de cette voiture, appuyant sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone avec un regard glacial, il n'avait absolument aucune idée, que ces 3 minutes d'arrogance allaient lui coûter un verdict de 50 000 €. Et la fin la plus humiliante de sa pathétique carrière. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un moment pour aimer et vous abonner à la chaîne, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Et dites-moi, dans les commentaires, d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. L'éblouissement aveuglant de sa lampe de poche de police, n'a pas seulement blessé mes yeux, sur cette autoroute glaciale. Il m'a violemment ramené, aux racines exactes de sa jalousie toxique. Au jour où j'ai compris pour la première fois, que dans ma famille, je n'existais que comme un compte bancaire avec un rythme cardiaque. Quand j'avais 19 ans, je me tenais dans le salon exigu de la maison de mon enfance, serrant ma première lettre de félicitations militaire. Je venais de survivre, aux semaines les plus brutales du camp d'entraînement du corps des marines. Mes mains étaient calleuses, mes bottes étaient éraflées, et je portais des cicatrices physiques et mentales, qui, je le pensais, me vaudraient enfin un peu de respect dans ma propre maison. Ma mère a pris le certificat officiel de mes mains, a jeté un coup d'œil au sceau fédéral pendant exactement 2 secondes, et me l'a rendu sans un mot. Elle m'a immédiatement tourné le dos, son attention se déplaçant entièrement vers ma sœur Sarah, qui se prélassait sur le canapé en se limant les ongles. « Tu mérites ce qu'il y a de mieux, ma chérie », a ronronné ma mère, en tendant à Sarah un gros chèque pour ses frais de scolarité universitaire. Je savais d'où venait cet argent. J'avais rempli le mandat moi-même, au comptoir du magasin de la base, l'encre bavant sous mes paumes moites. Envoyant chaque euro disponible de ma maigre prime d'engagement, à la maison. Tout cela, pour que ma petite sœur puisse avoir l'éducation que je n'avais jamais eue. Ma mère, n'a jamais mentionné cela. Elle a simplement tendu le chèque à Sarah, comme s'il s'était matérialisé à partir de rien. Je me tenais dans le coin de cette pièce étouffante, complètement ignorée, serrant un morceau de papier qui ne signifiait rien pour eux. Et j'ai réalisé alors, que dans cette maison, mes accomplissements n'avaient de valeur que s'ils pouvaient être monnayés, pour financer la vie confortable et privilégiée de Sarah. J'ai plié la lettre de félicitations, parfaitement en deux, je l'ai glissée dans ma poche de poitrine, et j'ai effacé toute émotion de mon visage. Le parfum étouffant des bougies bon marché à la vanille, et le tintement des bouteilles de bière remplissaient la pièce, et pas une seule personne n'a regardé dans ma direction. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, la télécommande de la télévision collée à sa paume, zappant entre les matchs de football, et grognant devant l'écran. Il ne s'était même pas levé, quand j'avais franchi la porte, dans mon uniforme de cérémonie. Il n'avait pas posé de questions sur le camp d'entraînement. Sur les ampoules à mes pieds. Sur les nuits que j'avais passées éveillé sur une couchette en acier, me demandant si j'avais pris la bonne décision. Pour lui, je n'étais qu'un bruit de fond. Une source fiable de chèques mensuels, et absolument rien de plus. Quelques années plus tard, Sarah a ramené Matthew à la maison, pour la première fois. C'était un flic local débutant, qui se pavanait en franchissant la porte d'entrée, comme s'il venait de conquérir une nation étrangère. Il a délibérément détaché son lourd ceinturon d'équipement, et a jeté son insigne argenté brillant, sur le comptoir de la cuisine. Laissant le métal teinter bruyamment contre le granit, pour s'assurer que chaque personne dans la pièce le regarde. Mes parents, se sont extasiés sur lui instantanément. Lui servant des boissons de qualité supérieure, et le traitant, comme un héros de guerre décoré. Je me suis assis silencieusement à la table à manger, ma posture rigide, et mes yeux observateurs. Il ne se comportait pas,
avec la discipline tranquille d'un véritable officier des forces de l'ordre. Il se comportait, avec un ego boursouflé et fragile, exigeant des bières gratuites, et une validation pathétique et constante de la part de mon père. Il a remarqué que je l'observais depuis le coin de la pièce, et son sourire arrogant a vacillé une fraction de seconde, sous mon regard froid et analytique. Pour compenser sa soudaine vague d'insécurité, il s'est dirigé vers Sarah. Il a jeté un bras lourd sur son épaule, et l'a embrassée bruyamment, projetant une domination artificielle et agressive, pour masquer son manque total de substance. Alors que la soirée s'éternisait, et que l'alcool coulait, les insécurités profondément enracinées de Matthew ont transpiré à travers sa fausse confiance. Il a pris une longue et bruyante gorgée de sa bouteille de bière, ses yeux se dirigeant vers mon uniforme militaire parfaitement repassé. Il savait au fond de lui qu'il manquait de l'endurance physique et de la force mentale pour survivre, ne serait-ce qu'une semaine, à l'entraînement militaire fédéral. Pour apaiser son ego meurtri, il a essuyé la mousse de sa lèvre supérieure, s'est appuyé lourdement contre l'îlot de la cuisine, et a souri d'un air narquois. La logistique militaire, ce n'est rien d'autre que du travail d'entrepôt glorifié, pas vrai, a-t-il annoncé bruyamment à la cantonade, désespéré d'avoir un public. Sarah a laissé échapper un rire strident de hyène, s'appuyant sur son épaule, et pointant un faux ongle en acrylique vers moi. « Tu essaies juste de frimer, Janet » a-t-elle ricané, sa voix dégoulinante de venin. « Tu ne t'intégreras jamais, avec des gens normaux. » Ma mère a simplement hoché la tête en signe d'accord, depuis l'évier, lavant la vaisselle dans un silence de mort. La trahison m'a piqué comme une gifle physique. Mais mon entraînement militaire a immédiatement pris le dessus. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté avec des civils. J'ai serré la mâchoire, posé mes mains à plat sur la table, et j'ai regardé Matthew droit dans les yeux. Jusqu'à ce qu'il se dandine inconfortablement, rompe le contact visuel, et prenne nerveusement une autre gorgée de sa bière. J'ai refusé de leur donner la réaction émotionnelle explosive qu'il cherchait activement à provoquer. Sans un seul mot, je me suis levé de la table. Poussant ma lourde chaise en chêne en arrière, avec un raclement aigu et définitif, qui a résonné sur le plancher en bois dur. J'ai marché dans le couloir étroit, mes yeux balayant brièvement les portraits de famille sur le mur. Là où j'étais toujours, commodément, relégué dans les ombres de l'arrière-plan. Je suis entré dans la chambre d'amis, j'ai attrapé mon sac de sport en toile vert olive, et j'ai hissé les lourdes bretelles sur mon épaule. Ma vraie famille portait des bottes de combat, portait des fusils, et saignait les uns pour les autres, dans la poussière du désert. Ils ne s'asseyaient pas dans des cuisines de banlieue, à boire de la bière bon marché, et à se rabaisser mutuellement par pur plaisir. J'ai traversé le salon, ignorant complètement le regard confus de Matthew, et le roulement d'yeux théâtral de Sarah, sans dire un seul au revoir. J'ai saisi la poignée de porte en laiton froid, je l'ai tournée brusquement, et je suis sorti dans l'air glacial de la nuit. Le givre a crissé bruyamment, sous mes bottes de combat, alors que je marchais vers ma voiture. Je me suis glissé derrière le volant, j'ai claqué la lourde portière, et je me suis éloigné de cette maison. Rompant ma dépendance émotionnelle à leur approbation, une bonne fois pour toutes. Une décennie a passé, dans un flou éreintant. Fait de déploiements de combat à l'étranger, et de salles de commandement stratégiques, à enjeux élevés. J'ai obtenu le grade de colonel, grâce à une discipline absolue et inébranlable, dirigeant des milliers de marines, dans des opérations logistiques à haute pression, sur 3 continents. Je n'ai pas dormi. Je ne me suis pas plainte. Et je n'ai certainement pas mendié de promotion. Lorsque je suis finalement rentré à la maison, pour une brève permission obligatoire pour les fêtes, le contraste saisissant entre mon monde et le leur était étouffant. Je suis entré dans leur salle à manger stérile, j'ai déboutonné ma veste d'uniforme, et j'ai posé ma casquette sur la table. Les lourds aigles en argent métallique, épinglés au tissu, brillaient de mille feux, sous les lumières bon marché du lustre. Matthew s'est figé dans l'embrasure de la porte, fixant intensément ses aigles, son visage virant à une teinte rouge furieuse et marbrée. Il savait exactement ce que ce grade signifiait dans la hiérarchie fédérale. Il connaissait l'ampleur pure de l'autorité fédérale, du contrôle budgétaire, et de la responsabilité létale que j'exerçais quotidiennement. Et cela, le terrifiait absolument. Il a croisé les bras étroitement sur sa poitrine, ses jointures devenant blanches, refusant de prononcer un seul mot de félicitation, à l'officier le plus haut gradé de la pièce. Sarah était assise à côté de lui, faisant défiler son fil d'actualité sur son téléphone,
complètement indifférente à l'étape clé de la carrière, que j'avais franchie à force de sang, de sueur, et d'années passées à dormir sur des lits de camps militaires en territoire hostile. Ma mère s'affairait à mettre la table, arrangeant les fourchettes et les couteaux avec un soin exagéré, comme si l'emplacement de l'argenterie était d'une certaine manière plus important que la promotion de sa fille aînée, au grade le plus élevé des officiers supérieurs du corps des marines. Pas une seule personne dans cette pièce n'a dit « félicitations ». Pas une seule personne n'a demandé ce que j'avais enduré pour gagner ces aigles d'argent. Le silence était assourdissant, et il m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la valeur qu'ils accordaient à mon existence. Matthew, en revanche, était désespérément coincé au grade de sergent depuis plus d'une décennie. J'ai remarqué la pile de guides d'études pour l'examen de lieutenant, rangés derrière les coussins du canapé, toujours dans leur plastique d'origine, accumulant une épaisse couche de poussière. Il manquait de discipline pour les ouvrir, préférant passer ses soirées à boire dans les bars sportifs locaux et à exhiber son insigne pour obtenir des repas gratuits. Ce soir-là en particulier, il s'est assis lourdement sur le canapé affaissé de mes parents. Une bouteille à moitié vide de bière locale, pendouillant lâchement entre ses gros doigts. Il a pointé une télécommande vers la télévision, zappant entre les chaînes sans s'arrêter sur rien, sa bouche fonctionnant sur pilote automatique. Tout le système est truqué, a-t-il bafouillé, faisant un vague geste vers le plafond. Ces capitaines font du favoritisme. Il faut connaître quelqu'un pour avancer. Il accusait le syndicat. Accusait son commandant de quart. Accusait le gouvernement de l'État tout entier, pour sa stagnation. Je me suis assise en face de lui dans le salon, avec une posture militaire parfaite, analysant silencieusement les profondeurs abyssales de ses échecs. Une pile de contraventions de stationnement impayées trônait sur la table basse, à côté d'une boîte à pizza grasse. Ses bottes de patrouille étaient éraflées et non cirées, jetées négligemment près de la porte d'entrée. La télécommande de la télévision portait des marques d'usure dues à son pouce. C'était un homme qui s'était rendu à la médiocrité et avait décoré cette reddition avec des excuses. Il a remarqué mon silence absolu et m'a haï pour cela. Mon existence même, en tant que femme commandant ayant réussi par elle-même, était une insulte vivante et respirante à sa masculinité fragile. Chaque fois que j'ajustais mon uniforme, ou que je vérifiais mon téléphone fourni par le gouvernement, je pouvais voir le ressentiment amer bouillir dans ses yeux, désespéré de trouver un moyen de me rabaisser à son niveau. Incapable de supporter le poids étouffant de sa propre insuffisance, Matthew s'est finalement emporté pendant le dîner. Il a penché sa lourde silhouette, de manière agressive à travers la table, essayant d'utiliser sa taille physique pour m'intimider. Il a pointé une fourchette en argent dans ma direction, sa voix dégoulinant d'un venin défensif. « Ne crois pas que ces oiseaux en argent te rendent meilleur qu'un vrai flic de rue », a-t-il craché, mâchant bruyamment sa nourriture. « J'affronte le vrai danger dans ces rues chaque nuit. Toi, tu t'assieds juste derrière un bureau, à brasser de la paperasse pour le gouvernement. » Il a désespérément essayé de me manipuler, pour que je me sente petite. Tentant de rabaisser mon commandement militaire fédéral, au niveau pathétique de ses contrôles routiers locaux, et de ses interventions pour conflits conjugaux. Toute la table est tombée dans un silence de mort, attendant que je craque. Au lieu de crier, j'ai lentement ramassé une serviette blanche immaculée. Je me suis essuyé la bouche, avec une précision délibérée et atrocement lente. J'ai planté mes yeux dans les siens, fixant droit à travers sa bravade, comme s'il était une vitre, refusant de broncher, ou de rompre le contact visuel, ne serait-ce qu'une seconde. Sarah a ricané nerveusement à côté de lui, ses doigts jouant avec le pied de son verre de vin. Désespérée de briser le silence insoutenable, que j'avais transformé en arme contre son mari. Je refusais totalement de discuter avec un esprit subordonné. Un colonel du corps des marines ne s'engage pas dans des querelles émotionnelles mesquines, avec un sergent local mécontent, piquant une crise de nerfs au-dessus de la purée de pommes de terre. Je me suis levé en douceur, mon uniforme restant complètement impeccable, et j'ai pris ma casquette sur la table. Je l'ai ajustée parfaitement, sous mon bras gauche. Sarah a immédiatement commencé à ouvrir la bouche, se préparant à défendre bruyamment le manque de respect flagrant de son mari. Mais j'ai levé une main, paume vers elle, la réduisant au silence instantanément, d'un seul geste autoritaire. J'ai tourné les talons, le bruit sec de mes chaussures cirées résonnant dans la pièce silencieuse. Je l'ai laissé se disputer avec le vide, son ego fragile se brisant, contre mon indifférence absolue et glaciale. J'ai franchi la porte d'entrée,
me suis glissé derrière le volant de mon SUV gouvernemental, et j'ai passé la vitesse. Le puissant ronronnement du moteur a vibré à travers le plancher, alors que je m'éloignais de leur médiocrité étouffante. Les laissant se noyer, dans leur propre amertume. 3 mois plus tôt, lors d'un dîner de Thanksgiving tendu, la guerre psychologique était passée, de pique verbale à une intimidation physique pure et simple. J'étais arrivé chez eux, uniquement par pure obligation envers notre mère, vieillissante et frêle, avec la ferme intention de manger tranquillement, et de partir avant que la 2e bouteille de vin ne soit débouchée. Matthew avait bu du whisky bon marché depuis midi. Son visage était rouge, et ses mouvements erratiques. La douceur écœurante du jambon cuit, mélangée à la puanteur amère du whisky bon marché, saturait chaque recoin de la cuisine exiguë, et surchauffée. Il m'a coincé près du comptoir, alors que je me versais un verre d'eau du robinet. Sans avertissement, il a délibérément heurté sa lourde épaule violemment contre la mienne en passant. La force du coup, a fait cogner mon verre contre le comptoir en granit, avec un claquement sec. Son haleine était chaude, et empestait le whisky. C'était un test physique calculé. Il voulait désespérément une réaction. Il voulait que je perde ma contenance militaire enracinée, que je lâche mon verre, et que je crie comme une vulgaire bagarreuse de rue. Tout cela, juste pour pouvoir jouer la victime, et me traiter de déséquilibré, devant la famille. Je n'ai pas renversé une seule goutte. J'ai fait un demi-pas tactique en arrière, créant une distance de réaction sûre, mes mains reposant nonchalamment à mes côtés. J'étais pleinement préparé, à dévier une autre bousculade violente, s'il était assez stupide pour essayer. Le verre est resté sur le comptoir, une fine fissure courant le long de sa paroi, et je l'ai laissé là, comme une preuve sur une scène de crime. Entendant l'agitation, Sarah s'est précipitée dans la cuisine, attirée par la tension palpable dans l'air. Mais, elle n'est pas venue pour réprimander son mari ivre, d'avoir initié un contact physique. Elle est venue, pour pointer un doigt affûté, orné d'un faux ongle en acrylique, directement sur ma poitrine. Elle a instantanément pris ma présence pour cible. Protégeant agressivement l'agresseur, tout en attaquant implacablement la cible. Elle s'est interposée entre moi et Matthew, le dos tourné vers lui, ses yeux brûlants d'une haine irrationnelle, alors qu'il se verrouillait sur les miens. Elle s'est penchée près de moi, et a baissé la voix, dans un chuchotement théâtral et vicieux. Si tu gâches ce dîner en manquant de respect à mon mari, tu es morte pour moi, a-t-elle sifflé, son haleine sentant le vin rouge. Elle était tout à fait disposée, à sacrifier sa propre sœur biologique, ignorant l'agression flagrante, juste pour choyer l'ego boursouflé d'un homme médiocre. Elle savait, que notre mère frêle était assise à quelques mètres de là dans le salon, ses mains fines croisées sur ses genoux, complètement inconsciente du venin craché dans la cuisine. Sarah s'est servie d'elle comme otage, pour forcer ma soumission totale. J'ai fixé son doigt accusateur avec froideur, calculant le niveau exact de délire psychologique requis, pour faire cette déclaration avec le visage le plus sérieux du monde. Matthew souriait narquoisement depuis l'abri de son épaule, se cachant comme un lâche, derrière la jupe protectrice de sa femme. Sa bravade était entièrement alimentée par l'alcool, et par la sécurité de sa propre cuisine. Il savait très bien, qu'il ne pouvait pas m'intimider physiquement dans un combat à armes égales. Et il savait qu'il ne pouvait pas me défier professionnellement. Alors, il a utilisé Sarah comme bouclier humain, pour lancer ses attaques. Il s'est versé un autre verre de whisky brun, levant le gobelet en cristal, dans un toast moqueur et hautement exagéré, à mon confortable travail de bureau fédéral. C'était la démonstration pathétique, d'un petit homme, qui avait besoin que sa femme mène ses batailles, contre une autre femme. J'ai tenu bon, évaluant sa posture faible et légèrement chancelante. J'ai noté son équilibre terrible, et le besoin désespéré, et pathétique, d'attention qui tourbillonnait dans ses yeux injectés de sang. Je savais, que je pouvais le démanteler physiquement et professionnellement, en moins de 10 secondes. Mais, j'ai activement choisi, de ne pas lui donner la guerre dont il suppliait. Pas encore. Pas selon ses conditions. Pas devant une femme de 80 ans mangeant une tarte à la citrouille dans la pièce d'à côté. Une femme qui n'avait aucune idée, que son gendre était en train de bomber le torse, face à un officier fédéral dans sa cuisine. La bravoure de Matthew avait une adresse très spécifique. Elle ne se manifestait qu'entre les murs de sa propre maison, soutenue par les cris de sa femme, et un ventre plein d'alcool bon marché. J'ai classé cette observation comme un rapport de renseignement. Sachant que le jour viendrait où il serait assez stupide pour tenter cette représentation, en dehors de ces murs,
là où les conséquences seraient réelles et permanentes. J'ai regardé par-delà son visage narquois, apercevant brièvement ma mère frêle assise tranquillement dans le fauteuil du salon, sa fine couverture tirée sur ses genoux, complètement inconsciente de la bataille qui se livrait à 6 mètres d'elle. Pour son bien, et pour son bien seul, j'ai forcé mes muscles tendus à se détendre. J'ai utilisé la respiration de combat standard, pour abaisser mon rythme cardiaque qui montait en flèche. Inspirer brusquement pendant 4 secondes. Maintenir stable pendant 4. Et expirer pendant 4. J'ai ravalé la juste rage brûlante dans ma poitrine, et je suis restée complètement silencieuse, leur accordant une victoire creuse et pathétique. Sans prononcer un seul mot pour ma défense, je leur ai tourné le dos à tous les deux, et je me suis retiré sur le porche arrière. L'air glacial de novembre a frappé mon visage comme un coup physique. J'ai agrippé la rambarde en bois glacé de la terrasse, jusqu'à ce que les échardes mordent dans ma peau, et que mes jointures deviennent toutes blanches. Je pouvais encore entendre le rire étouffé de Matthew, à travers la fenêtre de la cuisine, célébrant sa prétendue conquête. Sur une femme, qui le surpassait en grade, dans chaque dimension mesurable de l'accomplissement humain. Alors que je regardais dans la cour sombre, j'ai fait un vœu silencieux, et inébranlable. Je ne laisserai jamais, ces gens m'humilier à nouveau. Le compte à rebours, de leur destruction complète et totale, avait officiellement commencé. Ce qui nous amène à ce soir. Quelques heures à peine, avant que les gyrophares de la police ne remplissent mes rétroviseurs, et ne fassent éclater notre famille pour toujours, j'étais assise à leur table à manger. J'ai utilisé de lourdes pinces de service en argent, pour placer soigneusement un gros morceau de rôti, sur l'assiette de Matthew, remplissant les devoirs de politesse de base d'une invitée dans leur maison. L'atmosphère dans la pièce était lourde de ressentiments inexprimés, et d'envie amère. Matthew a repoussé agressivement la viande sur son assiette avec sa fourchette, lançant un regard noir à ma veste d'uniforme immaculée drapée sur le dossier de ma chaise. Il ne m'avait pas adressé un seul mot, depuis mon arrivée. Le cliquetis sec, et agressif de l'argenterie, était le seul son dans la salle à manger. Jusqu'à ce que Sarah claque sa lourde fourchette en argent, sur son assiette en porcelaine. Le bruit, perçant le silence oppressant, comme un coup de feu. Elle a croisé les bras étroitement sur sa poitrine, me fixant avec un regard autoritaire, et exigeant. Elle ne me regardait pas, comme une sœur. Elle me regardait, comme un distributeur automatique de billets, qui refusait de cracher de l'argent. J'ai gardé un visage entièrement neutre, anticipant l'inévitable attaque psychologique, qui était sur le point d'être lancée, de l'autre côté de la table. Matthew a besoin d'une lettre de recommandation, pour la force opérationnelle de l'État, a annoncé bruyamment Sarah, sa voix perçant la pièce silencieuse. Elle ne demandait pas une faveur. Elle donnait un ordre direct, à un officier supérieur. Tu as des connexions de haut niveau au niveau fédéral. Passe un coup de fil. Fais jouer tes relations, et fais en sorte que sa candidature soit placée en haut de la pile. Matthew s'est adossé lourdement, sur sa chaise en bois, croisant les bras et bombant le torse. Il s'attendait pleinement, à ce que je compromette aveuglément mon intégrité militaire durement gagnée, juste pour nourrir sa carrière stagnante, et pathétique. Il détestait absolument ma réussite. Il se moquait de ma discipline. Pourtant, ils exigeaient sans honte, de se régaler de ses fruits. Ils voulaient le prestige de mon grade, sans verser une seule goutte du sang, requis pour l'obtenir. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai lentement posé ma fourchette sur la table, l'alignant parfaitement parallèlement à mon couteau, calculant la trajectoire exacte de la confrontation qu'ils essayaient désespérément de provoquer. Le rôti reposait intact sur mon assiette, le jus s'accumulant contre la porcelaine blanche. La mâchoire de Matthew était crispée de cette façon arrogante, et pleine d'attentes que j'avais vues 100 fois. L'air d'un homme qui croyait qu'on lui devait quelque chose, simplement pour exister dans la même lignée. Il n'avait jamais étudié, pour un seul examen de promotion. Il ne s'était jamais porté volontaire, pour une mission difficile. Il n'avait jamais fourni, le travail éreintant et destructeur pour l'âme, requis pour avancer dans n'importe quelle carrière. Et encore moins, dans les forces de l'ordre. Et maintenant, il était assis en face de moi, exigeant que je lui remette les clés, d'un poste, qu'il ne saurait même pas épeler sur un formulaire de candidature. Je les ai fixés directement. Profondément dégoûté par l'audace pure, et sans mélange, de leur demande. J'ai gardé ma voix incroyablement basse, et dépourvue de toute émotion. Je n'utilise pas mon grade militaire, pour obtenir des faveurs personnelles pour qui que ce soit.
Il doit étudier, passer les examens, et se présenter devant le jury, comme n'importe quel autre officier de cet État. J'ai déclaré d'un ton plat. Mon ton, ne laissant absolument aucune place, à la négociation, ou au débat. Le visage de Sarah s'est tordu, en un masque hideux de pure rage. Sa façade de victime, soigneusement construite, s'effondrant instantanément en poussière. Tu nous dois bien ça, Janet. Nous sommes de la même famille, a-t-elle hurlé, frappant son poing fermé sur la table. Si fort, que les verres d'eau ont tremblé contre le bois. Le visage de Matthew a viré au cramoisi profond et violent. Sa fierté fragile, entièrement brisée devant sa femme hurlante. Il s'attendait à ce que je cède sous sa culpabilisation, pour lui offrir un raccourci sur un plateau d'argent. Mon refus absolu et inébranlable l'a frappé comme un coup physique à l'ego. Il a agrippé le bord de la table, jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, sa mâchoire grinçant si fort, que je pouvais entendre l'émail craquer, de l'autre côté de la pièce. Je refusais de m'engager dans une dispute hurlante pour un dîner au rôti. J'ai ramassé ma serviette en tissu, et je l'ai placée sur la table, avec une lenteur calculée, et atroce. Je me suis levé de ma chaise, lissant les plis invisibles de mon pantalon d'uniforme. Projetant une aura de contrôle total et intouchable. J'ai attrapé mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine, le métal cliquetant sèchement dans la maison silencieuse. Je refusais de passer une seule seconde de plus à respirer le même air toxique que ces parasites. Je suis sorti directement de leur maison. Tirant la lourde porte d'entrée en chaîne derrière moi, avec un clic définitif. J'ai descendu l'allée jusqu'à mon SUV fourni par le gouvernement, je me suis glissé sur le siège en cuir froid du conducteur, et j'ai claqué la lourde portière. J'ai enfoncé la clé dans le contact, le moteur rugissant, et je me suis éloigné du trottoir. Croyant à tort que j'avais échappé à leur toxicité pour la nuit. Je n'avais aucune idée que mon refus à cette table de dîner venait de déclencher une chaîne d'événements catastrophiques et illégaux qui allaient se dérouler sur une autoroute sombre et vide, dans l'heure. Derrière moi, à travers la fenêtre de la cuisine de leur maison, je pouvais voir la faible silhouette de Matthew, faisant les 100 pas, sa silhouette s'agitant avec des gestes furieux, tandis que Sarah lui hurlait dessus depuis la chaise de la salle à manger. Il a attrapé sa veste de patrouille, au crochet près de la porte, et a passé ses bras dans les manches. Il attrapait ses clés de voiture, avant même que je ne sois sorti de leur quartier. L'humiliation de mon refus, délivré calmement et sans émotion devant sa propre femme, avait brisé quelque chose dans son esprit fragile. Il ne pensait plus comme un homme rationnel. Il pensait comme un animal blessé, avec un insigne, dans une voiture de patrouille. Et il était sur le point de prendre la décision la plus catastrophique de toute sa vie. Quelques heures plus tard seulement, sur un tronçon d'autoroute désolé, et plongé dans l'obscurité, en direction de la base, le clignotement stroboscopique des lumières de police rouge et bleue a violemment explosé dans mon rétroviseur. J'ai immédiatement vérifié mon compteur de vitesse numérique. Je roulais exactement à la limite de vitesse autorisée, mes mains reposant parfaitement à 10h10. J'ai activé mon clignotant, et je me suis rangé sur l'accotement en gravier, avec une précision militaire, automatique et contrôlée. J'ai mis le lourd SUV en position parking, j'ai baissé ma vitre, et j'ai attendu. Des pas lourds et agressifs ont crissé sur le gravier, s'approchant rapidement de mon véhicule. L'officier a délibérément ignoré le côté passager, une violation flagrante et arrogante du protocole de sécurité standard de la police. Il a marché droit vers la vitre côté conducteur. La vitre s'est baissée, et une lampe de poche tactique à faisceau puissant m'a été immédiatement braquée au visage. M'aveuglant sur le champ. J'ai plissé les yeux face à cet éblouissement intense, mes yeux brûlants. Jusqu'à ce que les contours de l'insigne, et la silhouette arrogante, apparaissent nettement. Matthew, qu'est-ce que tu fais, bon sang, ai-je exigé, ma voix tranchant sèchement, dans l'air glacial de la nuit. Il se tenait là, en uniforme complet de patrouille. Le torse bombé, la main reposant sur son ceinturon de service, agissant comme si j'étais une vulgaire criminelle, qu'il venait de surprendre en train de fuir un braquage de banque. Il a appuyé sa lourde silhouette, agressivement contre ma portière, un sourire vil et triomphant tordant ses lèvres, dans une démonstration grotesque, de pouvoir brut et mesquin. Il n'y a pas de Matthew ici, madame. Vous faisiez des écarts entre les voies, sans utiliser vos clignotants. Il semblerait que vous conduisiez sous l'emprise d'un état alcoolique. Il mentait sans effort, savourant chaque syllabe de son accusation fabriquée de toutes pièces.
Il voulait désespérément voir un colonel implorer grâce. Il voulait me voir paniquer. Transpirer. Plaider pour un traitement de faveur, sur le bord d'une route sombre. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai calmement plongé la main dans ma poche de poitrine, j'ai sorti ma carte d'identité militaire fédérale, et je l'ai tenue bien en évidence, directement dans le faisceau de sa lampe de poche. Je n'ai rien fait de tel, et tu le sais. J'ai déclaré, ma voix descendant dans un registre dangereux et glacial. Je suis un agent fédéral conduisant un véhicule gouvernemental. J'exige que vous meniez cette procédure, conformément aux normes légales. Et que vous n'utilisiez pas de rancune personnelle ou d'envie, pour régler vos comptes ici. J'ai regardé directement dans la lumière aveuglante, refusant de détourner le regard, ou de montrer une once de peur. Les lumières rouges et bleues clignotaient en rythme, sur l'asphalte vide derrière lui. Peignant l'autoroute gelée, d'une lueur écœurante et pulsante. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à des supplications. Il n'a reçu ni l'un ni l'autre. Son visage s'est assombri instantanément, son ego fragile se brisant violemment, sous ma défiance directe. Il a réalisé que son insigne ne semait pas la terreur dans mon cœur. Il s'est penché et a détaché la lourde lanière en cuir de son étui, avec un claquement fort et délibéré. Un acte d'intimidation physique hautement calculé, destiné à me rappeler qu'il portait une arme chargée sur sa hanche. Il s'est penché plus près, son haleine chaude embuant la vitre froide de ma fenêtre. Ton titre de colonel du corps des marines n'a aucun pouvoir dans ces rues. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Et ce soir, la loi, c'est moi, a-t-il grogné, sa voix tremblant, sous des années de rage réprimée, et de complexe d'infériorité purulent. Il a reculé de la portière, pointant avec force l'asphalte gelé sous ses bottes. Sors de la voiture tout de suite. Il me poussait délibérément, dans un coin dangereux. Essaya de me provoquer désespérément, pour déclencher une altercation physique, ou une accusation de résistance à un agent de police. Ainsi, il pourrait me passer les menottes au poignet, et me faire parader devant la caméra du poste de police local. Sa main tremblait près de son étui. Non pas à cause du froid, mais à cause de l'adrénaline d'un homme qui avait enfin trouvé une scène assez petite, pour ses délires de grandeur. Je ne discutais pas avec un homme armé d'un pistolet et d'une rancune. J'ai doucement attrapé mon téléphone, sur le siège passager, activé la caméra vidéo, et je l'ai calé parfaitement, entre les sièges de la console centrale. M'assurant que l'objectif capturait l'ensemble de la scène humiliante, à travers mon pare-brise. J'ai ouvert ma lourde portière, et je suis sorti dans le vent glacial. Me tenant avec une posture militaire d'une perfection terrifiante. La colonne vertébrale, droite comme une tige d'acier. Les épaules carrées, le menton horizontal. Il m'a ordonné de marcher, sur une ligne droite sur l'accotement. J'ai exécuté son test de sobriété bidon, à la perfection. Plaçant une chaussure cirée devant l'autre, avec une précision robotique. Pendant que la caméra de bord de son véhicule d'intervention, enregistrait chacun de mes mouvements. Il aboyait des ordres, comme un instructeur qui n'aurait jamais fréquenté l'école des instructeurs. Me disant de me toucher le nez, de compter à rebours à partir de 30, de me tenir sur une jambe. J'ai obéi à chaque commandement, avec la perfection mécanique, d'un marine qui avait marché dans des tempêtes de sable, emportant 80 livres d'équipement. Mes pas étaient parfaits. Mon équilibre était impeccable. Mes yeux ont suivi sa lampe stylo, sans le moindre tremblement involontaire. Je n'avais absolument rien à me reprocher. Et chaque seconde de l'enregistrement le prouvait. Il devenait plus agité, à chaque test que je réussissais. Ses ordres devenant plus forts. Plus désespérés. Plus dérangés. Parce que la caméra de bord construisait un dossier irréfutable contre lui, à chaque image qu'elle capturait. Frustré, furieux, et complètement humilié par mon obéissance sans émotion, il a regagné sa voiture de patrouille. Il a rédigé à contre-cœur, une contravention absurde, et totalement fabriquée, pour manquement au maintien de la voie. Arrachant violemment, le papier jaune de son carnet de contravention. Il m'a tendu la contravention, au niveau de la poitrine. J'ai pris la contravention de sa main, sans prononcer un seul mot. Je lui ai lancé un regard noir, qui promettait un enfer absolu et systématique. J'ai tourné les talons, et je suis remonté dans mon SUV. La portière s'est refermée avec un bruit sourd. Je me suis assise dans le froid silence, la contravention fabriquée reposant sur mon siège passager. Et j'ai appuyé sur le bouton stop,
de l'enregistrement de mon téléphone. 3 minutes et 47 secondes, de preuves pures et indéniables. J'ai passé la vitesse et je suis retourné sur l'autoroute vide. Scellant son destin catastrophique, à chaque kilomètre que je parcourais en direction de la base. Le lendemain matin même, au commissariat de police local. Matthew se tenait près de la machine à café bourdonnante, dans la salle de pause, se vantant bruyamment à qui voulait l'entendre. Il riait hystériquement, régalant les officiers de l'équipe de nuit, avec une histoire fortement exagérée. Racontant comment il avait forcé sa belle-sœur, colonel, si arrogante et si hautaine, à marcher sur la ligne blanche, dans un froid glacial. Il bombait le torse, en plein délire, croyant sincèrement qu'il avait affirmé avec succès sa domination absolue sur l'armée des États-Unis. Il a pris une longue gorgée de son café. S'imprégnant de ce qu'il prenait bêtement, pour de l'admiration de la part de ses pairs. La moitié de la salle de pause fixait le sol. L'autre moitié échangeait des regards nerveux au-dessus de leurs gobelets en polystyrène. Il n'avait aucune idée que chaque mot qu'il prononçait creusait plus profondément sa tombe professionnelle. Prouvant que ses actions étaient préméditées, représailles, et entièrement motivées par la méchanceté personnelle, plutôt que par de réelles obligations liées à l'application de la loi. Un détective principal s'est discrètement excusé de la salle de pause, et s'est dirigé directement vers son bureau. Où il a tapé un email court et détaillé, au superviseur de quart, documentant exactement ce que Matthew venait d'avouer, devant une douzaine de témoins. Cet email apparaîtrait plus tard comme pièce à conviction, dans mon procès au civil. Matthew, inconscient des dommages qu'il s'infligeait à lui-même, s'est appuyé contre le comptoir et a croisé la cheville sur sa botte. Souriant comme un homme qui venait de gagner à la loterie. En réalité, il venait de signer ses propres papiers de licenciement. L'adjoint Kevin Foster, un jeune officier vif et très observateur, qui respectait réellement la chaîne de commandement fédérale, s'est arrêté net, au milieu du couloir. La couleur a déserté son visage, alors que les vantardises de Matthew parvenaient à ses oreilles. Kevin s'est approché d'un pas vif de Matthew, attrapant son coude et le tirant vers le coin de la salle de pause, loin du groupe d'officiers qui faisaient semblant de ne pas écouter. « Tu es fou ? Tu sais à qui tu viens de t'attaquer ? Un colonel du corps des marines, ce n'est pas une blague. Il dirige tout un système massif. Son dossier est absolument irréprochable. Tu joues avec le feu. » A averti Kevin, gardant la voix basse, les yeux écarquillés par une panique vécue par procuration. Il a désespérément essayé d'injecter un peu de réalité dans le délire de Matthew. Expliquant qu'un officier fédéral conduisant un véhicule gouvernemental relevait de protection juridictionnelle, qu'un sergent local n'avait absolument aucune autorité pour outrepasser. Mais Matthew a simplement fait un geste dédaigneux de la main, levant les yeux au ciel face au jeune flic. Il était complètement aveuglé par sa propre stupidité. Profondément convaincu que je resterais silencieuse et que je supporterais l'abus, juste pour protéger le nom sacré de la famille. Il croyait que la lignée le protégerait des conséquences de son insigne. Kevin a reculé, secouant la tête lentement. Le regard sur son visage portant l'expression indubitable d'un homme regardant quelqu'un marcher de plein gré dans un champ de mines. À ce moment précis, à l'autre bout de la ville, dans mon bureau de commandement lourdement fortifié, sur la base. J'étais assise de façon rigide derrière mon immense bureau en acajou. Le capitaine Michael Brooks, mon aide de camp le plus digne de confiance, et le plus impitoyablement efficace, se tenait près de l'écran large, monté au mur. Il venait de terminer de visionner les images cachées du téléphone portable que j'avais sécurisé lors du contrôle routier. Les recoupant image par image, avec les données de télémétrie GPS, téléchargées directement du système de suivi de mon véhicule gouvernemental. Le GPS prouvait de manière concluante que je n'avais pas fait un seul écart. Ma vitesse était restée constante. Mon positionnement dans la voie avait été parfait, pendant tout le trajet. Brooks a affiché le dossier professionnel de Matthew sur un deuxième écran. Et le schéma d'abus était effarant. 3 plaintes civiles antérieures, pour comportement agressif, lors de contrôles routiers de routine. Toutes mystérieusement enterrées, par des représentants syndicaux. 2 réprimandes officielles, pour usage excessif de la force, qui avaient été discrètement effacées de son dossier public. Brooks a levé les yeux de l'écran, la mâchoire si serrée, que les muscles de ses joues tressautaient. Il vibrait de pure colère, profondément offensé,
au nom de l'uniforme que nous portions tous les deux. Colonel, c'est au-delà de l'outrageux, un abus de pouvoir flagrant. Quelle est notre prochaine action? A-t-il demandé sèchement, se mettant immédiatement au repos, et attendant l'ordre de frapper. Il ne voyait pas une dispute familiale. Il voyait une attaque contre un officier supérieur, qui exigeait une réponse tactique écrasante. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai tiré de mon tiroir supérieur un formulaire de plainte des affaires internes, vierge et impeccable. Et je l'ai posé à plat sur le bureau. J'ai débouché mon lourd stylo plume en or, le métal accrochant la lumière fluorescente froide. Rassemblez toutes les preuves. Nous envoyons ce dossier directement aux affaires internes du département de police. Et simultanément, je dépose une plainte civile. Il n'y a aucune exception ici, même pour la famille. J'ai ordonné, ma voix aussi froide et plate que le canon d'un fusil. J'ai pressé le stylo sur le papier, et j'ai signé mon nom d'un trait lourd, agressif et décisif. Le grattement dur de la plume contre le formulaire officiel, remplissant le bureau silencieux. J'ai scellé son arrêt de mort absolu, à l'encre noire. J'ai fait glisser l'épaisse pile de documents sur le bureau en acajou poli, jusqu'au capitaine Brox. Il l'a récupéré sans un mot, a tourné sèchement sur ses talons, et a marché vers la porte. Je n'étais plus une belle-sœur gérant une nuisance domestique. J'étais un officier commandant, exécutant une frappe tactique légale impeccable et imparable. Visant directement sa carrière, son insigne, et toute son existence frauduleuse. Si vous êtes d'accord que personne ne devrait bénéficier d'un laissez-passer pour des abus, simplement parce qu'il partage votre sang, frappez ce bouton j'aime, tout de suite. Dites-moi dans les commentaires, si vous avez déjà eu à prendre des mesures légales ou personnelles drastiques, contre un parent toxique. À la fin de cette même semaine, la tempête juridique massive que j'avais soigneusement orchestrée, a touché terre au commissariat local. Avec une force dévastatrice. Le chef David Palmer se tenait derrière son bureau encombré. Son visage se vidant de toutes couleurs, virant à une teinte maladive de cendre et de gris. Alors qu'il lisait la plainte civile fédérale et le mandat officiel des affaires internes, livré à son bureau par un courrier spécial. Il a claqué son lourd poing sur son bureau, renversant violemment sa tasse de café, et envoyant un liquide sombre se répandre sur ses papiers, et s'accumuler autour de la photo encadrée de sa femme. Il a réalisé, en une fraction de seconde, que Matthew avait entraîné l'ensemble de son département dans un cauchemar juridictionnel catastrophique et très médiatisé. En détenant illégalement un officier militaire de haut rang, conduisant un véhicule gouvernemental clairement identifié. Palmer était un animal politique pragmatique, qui accordait bien plus d'importance à la réputation publique immaculée de son département qu'à la carrière d'un patrouilleur médiocre et imprudent. Il n'était absolument pas sur le point de s'effondrer en flammes, ou de faire face à une enquête fédérale, pour protéger un sergent indiscipliné avec un ego meurtri, et un historique de plaintes enterrées. Palmer a décroché son téléphone de bureau, et a composé le numéro du bureau du procureur de la ville. La conversation a duré moins de 4 minutes. Lorsqu'il a raccroché, il a desserré sa cravate, a essuyé son front, avec le dos de sa main, et a marmonné quelque chose d'impubliable, dans sa barbe. Le procureur de la ville avait été clair comme de l'eau de roche. Réglez l'affaire rapidement, laissez tomber l'officier, et priez pour que le colonel n'aggrave pas cela en une enquête fédérale sur les droits civiques, qui ouvrirait chaque dossier de personnel du département à un examen extérieur. Palmer a immédiatement convoqué Matthew dans son bureau. Au moment où Matthew est entré à l'intérieur, arborant toujours ce sourire narquois inconscient, Palmer a violemment verrouillé la lourde porte derrière lui, et a jeté l'épaisse et terrifiante assignation légale, directement sur la poitrine de Matthew. Le lourd paquet a rebondi sur son sternum, et est tombé sur le sol en lino froid, avec un bruit sourd et écœurant. Palmer a impitoyablement dépouillé Matthew de sa fausse autorité. Lui hurlant dessus, jusqu'à ce qu'il soit rouge au visage, maudissant sa pure idiotie pour avoir provoqué l'armée des États-Unis, à cause d'une petite vendetta personnelle, lors d'un dîner de famille. Sans hésitation, Palmer a exigé que Matthew remette son arme de service. Il a tendu la main, paume vers le haut, doigt replié. Matthew a tâtonné avec des doigts tremblants, sortant l'arme de son étui et la plaçant sur le bureau. Palmer a ensuite exigé l'insigne. La main de Matthew tremblait, alors qu'il détachait le bouclier en argent de sa ceinture, et le posait à côté de l'arme. Palmer a balayé les deux objets,
dans le tiroir de son bureau et la claquait. Matthew se tenait là tremblant de façon incontrôlable. Son visage vidé de toute couleur, la sueur coulant le long de son cou, et trempant le col de son uniforme. Il fixait d'un regard vide ses mains vides. La terrifiante réalisation, s'abattant finalement sur lui comme un mur de béton. Son petit insigne brillant, ne pouvait pas le protéger d'une massive poursuite fédérale. Le pouvoir absolu de la rue, dont il se vantait constamment, s'était évaporé dans les airs, en quelques secondes. Cette nuit-là, le silence de mes quartiers, a été brisé. Lorsque mon téléphone portable personnel a vibré agressivement, sur ma table de chevet. J'ai tendu le bras, et vérifié l'écran. C'était Sarah. J'ai répondu à l'appel, pressant le téléphone contre mon oreille, et j'ai été immédiatement accueilli, par des sanglots hystériques et aigus. C'était une performance, hautement calculée, parfaitement répétée, destinée à briser ma résolution, et à forcer ma soumission totale par la culpabilité, et la honte. Tu es folle, Janet? Pourquoi tu poursuis mon mari en justice? Tu veux déchirer cette famille? Tu es toujours si rigide, toujours en train d'imposer ton autorité. Laisse tomber le procès tout de suite, et sauve la carrière de Matthew. A-t-elle hurlé à travers le haut-parleur. Sa voix, se brisant, avec un pur sentiment de droit, et une fureur à peine contrôlée. Elle a désespérément essayé, d'utiliser la santé déclinante de nos parents, et le concept sacré de loyauté familiale, comme une arme contondante pour me matraquer et me forcer à retirer ma plainte. Elle s'est peinte, comme la victime. L'épouse innocente, prise entre deux feux. La pacificatrice détruite par sa propre sœur sans cœur. Elle a complètement ignoré le fait, que son mari avait dégrafé son étui, inventé une accusation, et m'avait détenu illégalement, sur une voie publique. Pour elle, le seul crime commis cette nuit-là, était mon refus de le laisser s'en tirer. J'ai écouté ses cris théâtraux, et ses accusations manipulatrices, sans ressentir une seule once de pitié. Mes doigts, reposaient calmement sur le bord de la table de chevet. Je l'ai laissé hurler, jusqu'à ce que sa voix se brise, et que ses sanglots se dissolvent, en une respiration haletante. Lorsqu'elle a enfin fait une pause, pour reprendre son souffle, j'ai parlé, avec un calme militaire, d'une terreur absolue. Ma voix, dépourvue de toute affection fraternelle. Dépourvue de toute chaleur. Dépourvue de tout, sauf de la froide et dure vérité. Ce n'est pas moi qui déchire cette famille, Sarah. Il a déchiqueté nos liens familiaux, à l'instant où il a allumé ses gyrophares rouges clignotants, et m'a forcé à sortir de ma voiture, au beau milieu de la nuit. À ce moment-là, il ne m'a pas vu comme sa belle-sœur. Il m'a vu comme une cible. Pour satisfaire son envie. Il n'y a pas de famille ici. Ici, c'est la loi. Je n'ai pas attendu sa contre-argumentation. Je n'ai pas attendu ses larmes. Je n'ai pas attendu la prochaine vague de culpabilité, destinée à me noyer. J'ai fermement appuyé sur le bouton rouge, pour mettre fin à l'appel. Laissant tomber le téléphone face vers le bas, sur ma table de chevet. Le silence qui a suivi, n'était pas solitaire. Il n'était pas vide. C'était le son, de la libération absolue. J'ai éteint la lampe. J'ai tiré les draps blancs impeccables, jusqu'à ma poitrine. Et j'ai fermé les yeux. J'ai dormi profondément, cette nuit-là. Pour la première fois depuis des décennies. Le matin du procès, le tribunal du comté grouillait, de journalistes locaux, et de caméras d'information. Qui avait agressivement eu vent du procès scandaleux. L'histoire avait fuité, dans une chaîne d'information régionale, 3 jours plus tôt. Et le titre seul, suffisait à remplir chaque siège de la galerie. Un sergent de la police locale accusé d'avoir utilisé son insigne, pour détenir illégalement et humilier sa propre belle-sœur, une colonelle décorée du corps des marines. J'ai franchi les lourdes doubles portes en chêne. Portant mon grand uniforme immaculé, du corps des marines. Les boutons en laiton très polis, brillaient sous les lumières fluorescentes du palais de justice. Et les rangées de lourds rubans et de médailles de combat, resplendissaient sur ma poitrine. Annonçant haut et fort, les décennies de sacrifices que j'avais faits, pour mon pays. Sarah, était assise sur le banc en bois du couloir, à l'extérieur de la salle d'audience. Les yeux rouges et gonflés. Serrant un mouchoir froissé, dans son poing. Elle m'a lancé un regard noir, rempli de venin pur et inaltéré, lorsque je suis passé. Je suis passé droit devant elle. Ma posture parfaitement rigide. La traitant exactement,
comme une étrangère dans la rue. Mes chaussures cirées, claquant contre le sol en marbre. À l'intérieur de la salle d'audience, mon avocate, Jessica Morgan, se tenait avec assurance près de la table du plaignant, arrangeant ses épais dossiers juridiques, avec une précision chirurgicale. Elle a levé les yeux, et m'a adressé un hochement de tête vif, et prêt. Nous n'étions pas là, pour négocier un accord pacifique. Nous n'étions pas là, pour accepter des excuses. Nous étions là, pour exécuter une victoire juridique, totale et dévastatrice. Alors que les débats commençaient. L'avocat de la défense, Robert A. s'est démené désespérément, pour sauver le navire de son client, en train de couler rapidement. Il agitait les mains de façon théâtrale. Essaya désespérément de convaincre le juge au visage sévère, que toute cette épreuve n'était qu'un simple malentendu familial insignifiant. Une légère surréaction, pardonnable, d'un officier dévoué, profondément préoccupé par la sécurité de sa belle-sœur, sur une autoroute sombre. Il a essayé de me dépeindre, comme la brute militaire, agressive et non coopérative, qui avait transformé un contrôle routier de routine, en un incident fédéral. Matthew était assis à côté de lui, à la table de la défense. Transpirant abondamment, à travers un costume gris bon marché et mal ajusté. L'air, tout à fait pathétique, et incroyablement petit. Ses mains, tremblaient sur la surface en bois. Il gardait les yeux rivés sur la table de la défense, les doigts entrelacés si fort, que ses jointures, étaient devenues complètement blanches. Totalement dépouillé, de la démarche arrogante et bombant le torse, qu'il avait eue sur l'autoroute. Un verre d'eau à moitié vide, était posé devant lui. Et même depuis la table du plaignant, je pouvais voir la surface de l'eau, frémir sous l'effet de la vibration de ses mains tremblantes. Il était terrifié par le juge. Terrifié par les caméras des médias, pointées sur l'arrière de son crâne. Et par-dessus tout. Terrifié de regarder directement, l'uniforme que je portais. Les rangées de médailles sur ma poitrine, étaient un rappel physique, de tout ce qu'il n'avait pas réussi à devenir. Et elle le fixait, de l'autre côté de l'allée, comme les yeux d'un jury, qui avait déjà rendu son verdict. La défense fragile de Hay s'est brisée au moment où la vidéo cachée de mon téléphone a été diffusée sur le grand écran de la salle d'audience. Parfaitement synchronisée, avec les images de la caméra de bord de la police, que nous avions assigné à comparaître du département. La salle d'audience tout entière a regardé, son visage narquois. Et a entendu, ces ordres illégaux et dictés par l'ego, diffusés bruyamment par les haut-parleurs. Ils l'ont entendu, inventer une accusation de conduite en état d'ivresse, contre une femme, qui a marché sur une ligne parfaite. Ils ont entendu l'arrogance. Ils ont entendu la malice. Ils ont entendu l'envie, dégoulinée de chaque syllabe. Je me suis avancé à la barre des témoins, le lourd cliquetis de mes médailles résonnant, dans la salle silencieuse. En m'installant dans la chaise en bois, j'ai verrouillé mes yeux sur Matthew, assis à la table de la défense, son visage de la couleur du ciment frais. Ma voix s'est projetée, avec l'autorité d'un officier commandant, s'adressant à une formation. Lorsqu'il a allumé ses gyrophares en portant cet uniforme, et qu'il s'est approché de mon véhicule avec la main posée sur son étui, il n'était pas mon beau-frère. Il était un représentant de la loi. Et il a abusé de ce pouvoir sacré, pour satisfaire son envie personnelle. Mesquine. S'il pouvait faire cela à un membre de sa famille, à un officier militaire supérieur. Que ferait-il, à un civil vulnérable? Les mots sont tombés, comme des tirs de mortier dans la salle d'audience silencieuse. Un journaliste dans la galerie a gribouillé furieusement. Une jurée au premier rang a fermé les yeux, et a secoué la tête lentement. L'avocat de Matthew a serré son stylo si fort, qu'il s'est cassé en deux. Jessica Morgan est passée à l'attaque finale. Elle a martelé Matthew sans relâche, lors du contre-interrogatoire. Piquant habilement, ses insécurités profondément enracinées, et ses échecs professionnels. Jusqu'à ce que son ego extrêmement fragile, se brise entièrement, sous la pression écrasante de la salle d'audience. Elle lui a demandé, pourquoi il avait contourné le protocole d'approche standard. Elle lui a demandé, pourquoi les données GPS, montraient un écart de voix de 0. Elle lui a demandé, pourquoi 3 plaintes civiles antérieures, avaient été enterrées de son dossier. Elle l'a interrogé, sur le whisky qu'il avait consommé cet après-midi-là, avant de mettre son insigne et de monter dans une voiture de patrouille, pour poursuivre un membre de sa famille. Incapable de contrôler son tempérament, incapable de rester assis sous le poids de ses propres mensonges exposés.
Matthew a violemment claqué, ses mains sur la table de la défense. Le bois craquant, sous la force. Il s'est levé d'un bond, hurlant à plein poumon, son visage un masque tordu de rage incontrôlable. Je voulais juste lui donner une leçon. Elle est toujours si arrogante avec ce titre militaire. La salle d'audience entière a éclaté en halètements forts, et choqué. Son propre avocat a laissé tomber sa tête dans ses mains. Matthew venait d'avouer pleinement un abus de pouvoir intentionnel, sous serment. Confirmant chaque allégation de ma plainte, avec sa propre bouche hurlante. Le visage du juge Wright est devenu furieux. Il a immédiatement frappé son lourd marteau en bois à 3 reprises. Agressivement, réduisant la salle au silence. Le son résonnant sur les murs de marbre, comme un tir de canon. Il a condamné Matthew à payer 50 000 € de dommages et intérêts personnels. Et a officiellement recommandé la révocation permanente de son insigne de police et de sa certification. Je me suis levé de la barre des témoins, ajustant ma veste d'uniforme de 2 petits coups précis, et je suis retourné à la table du plaignant. Je me suis assise, j'ai croisé les mains, sur la surface en bois lisse, et je me suis accordé une seule expiration contrôlée. Victorieuse. Les retombées du procès ont été rapides, absolues, et complètement impitoyables. Matthew a été officiellement renvoyé du service de police, la semaine suivante. Le chef Palmer a tenu une réunion à huis clos avec le conseil municipal, et a pris la décision en moins de 15 minutes. L'insigne de Matthew a été retiré de façon permanente. Son arme de service confisquée. Et sa réputation professionnelle a été complètement anéantie par le cycle d'information du soir. Qui passait son éclat dans la salle d'audience, en boucle continue. Il a été officiellement mis sur liste noire, pour ne plus jamais travailler, pour aucune agence d'application de la loi dans l'État. De plus, son nom a été ajouté à un registre de décertification, qui le suivrait pour le reste de sa vie naturelle. Sans ses revenus, et accablé par le poids écrasant du jugement de 50 000 €. Et des frais juridiques exorbitants, que son avocat désespéré ne pouvait pas réduire. Le foyer de Sarah a rapidement sombré dans un profond chaos financier. Les paiements hypothécaires ont cessé. Les cartes de crédit ont atteint leur plafond. Les disputes ont traversé les murs de leur maison de banlieue chaque nuit. Assez fort pour que les voisins les entendent. Assez fort pour que les voisins arrêtent de saluer quand Sarah marchait vers sa boîte aux lettres. Ils ont récolté exactement la moisson empoisonnée qu'ils avaient passé des décennies à semer. Je n'ai pas célébré leur chute effroyable, et je n'ai pas non plus tendu la main pour offrir le moindre centime d'aide financière. Je me suis assise à mon bureau sur la base, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts. J'ai fait défiler jusqu'au nom de Sarah. Et j'ai appuyé sur « Supprimer ». J'ai fait défiler jusqu'au nom de Matthew. Et j'ai appuyé sur « Supprimer ». J'ai fait défiler jusqu'à la ligne fixe de mes parents, et j'ai maintenu mon pouce sur l'écran pendant 3 longues secondes. Avant d'appuyer sur « Supprimer ». J'ai posé le téléphone, face contre le bureau, et j'ai refermé ce chapitre toxique et épuisant de ma vie, pour toujours. Ressentant un profond sentiment de légèreté s'installer dans mes os. Pour la première fois, en 45 ans. Je suis retourné à mon commandement sur la base militaire, le lundi suivant, marchant d'un pas déterminé, sur la vaste place d'armes goudronnée. Alors que le soleil brillant du matin se levait au-dessus des immenses casernes en béton. La formation était déjà rassemblée. Des rangées et des rangées de marines parfaitement alignées se tenaient au repos, leurs bottes cirées, leurs casquettes droites, leurs regards fixés droit devant. J'ai passé les troupes en revue, inspectant les uniformes. Je me suis arrêté devant un jeune caporal suppléant, dont l'insigne de col était décalé d'un demi-centimètre. Je me suis avancé, et je l'ai ajusté avec 2 doigts, tapotant l'épingle en place. Il n'a pas tressailli. Il ne s'est pas recroquevillé. Il s'est tenu plus droit. Je lui ai fait un hochement de tête bref, et j'ai continué. C'était mon véritable sanctuaire. Un monde, bâti sur le mérite, le sacrifice, et une confiance inébranlable. Ces hommes et ces femmes plaçaient l'honneur au-dessus de l'ego. Ils saignaient les uns pour les autres, au combat, sans jamais exiger une faveur tordue et manipulatrice en retour. Ils ne faisaient pas de manipulation psychologique. Ils ne faisaient pas culpabiliser. Ils n'utilisaient pas l'amour comme une arme, pour obtenir l'obéissance. Ils gagnaient leur grade, par le sang et la discipline.
Et ils respectaient le mien, parce qu'ils en comprenaient le poids. J'ai gravi les marches métalliques, jusqu'au podium surélevé en bois. Mes bottes, résonnant contre chaque marche, et je me suis retourné, pour faire face à la formation. Une mer infinie, d'uniformes impeccables, me fixait. Parfaitement immobile, parfaitement silencieuse. J'ai regardé, les centaines de jeunes marines enthousiastes, debout devant moi. Prêts, à assimiler mes ordres, et à me suivre, dans n'importe quelle mission qui les attendait. J'ai agrippé les bords du lourd podium en bois, sentant le grain rugueux sous mes paumes. J'ai pensé, au sourire narquois de Matthew sur l'autoroute. La lampe de poche aveuglant mes yeux. La contravention fabriquée, poussée contre ma poitrine. J'ai pensé aux doigts de Sarah, pointés sur mon sternum dans la cuisine. Sa menace chuchotée, délivrée par-dessus l'odeur du whisky bon marché et du jambon cuit. J'ai pensé à ma mère, remettant à Sarah un chèque, payé avec le sang de mon camp d'entraînement. Sans jamais regarder, dans ma direction. J'ai pensé à la lettre de félicitations, que j'avais pliée dans ma poche de poitrine à 19 ans. Celle que personne dans cette maison, n'avait jamais reconnue. J'ai ajusté le lourd microphone, sur le podium. M'assurant, que ma voix porterait à travers la vaste étendue d'asphalte. Et j'ai parlé. Non pas comme leur officier commandant, donnant un briefing matinal de routine. Comme une survivante, qui avait navigué à travers la pire trahison de confiance imaginable. Et qui en était ressortie de l'autre côté. Toujours debout. Toujours en train de servir. Toujours en train de respirer. La base entière, est tombée dans un silence de mort, alors que je commençais. Beaucoup pensent que la loyauté envers la famille est absolue. Mais laissez-moi vous dire ceci. Aucune loyauté, pas même les liens du sang, n'est autorisée à primer sur l'intégrité, et la discipline de quelqu'un qui porte un uniforme. Le pouvoir n'a pas été créé pour flatter un ego fragile. Ni pour intimider les autres. Lorsque vous faites des compromis avec des actes répréhensibles en raison de rancune personnelle ou d'une affection aveugle, vous ne trahissez pas seulement l'uniforme que vous portez, vous trahissez votre propre conscience. Les mots planaient lourdement, dans l'air vif du matin. Frappant au cœur de chaque marine, debout devant moi. Je pouvais le voir, sur leur visage. Les jeunes, qui écrivaient encore des lettres, à la maison, à des familles compliquées. Les sous-officiers supérieurs, qui avaient avalé des poisons similaires, de la part de leurs propres parents de sang. Les officiers, qui avaient été confrontés, au choix impossible entre la loyauté et l'intégrité. Et qui savaient exactement, lequel j'avais choisi. J'ai reculé du microphone, levé la main, et fait un salut militaire sec et parfaitement exécuté. La formation tout entière m'a répondu, dans un unisson parfait et tonitruant. Des centaines de mains, se levant et s'abaissant comme une seule. Le son de leurs mouvements synchronisés, a résonné sur les murs des casernes, et a roulé sur la place d'armes, comme un seul battement de cœur. J'ai maintenu mon salut, pendant 3 longues secondes. Regardant la seule famille, qui avait jamais vraiment mérité, le droit de se dire la mienne. J'ai baissé ma main. J'ai tourné sèchement sur mes talons. Et j'ai quitté le podium. Le soleil, réchauffait ma nuque. Mes bottes frappaient le béton, dans un rythme régulier, et incassable. J'avais enfin gagné, ma véritable liberté. Et je l'avais gagnée, entouré des personnes qui la méritaient vraiment. Si mon refus de reculer vous a inspiré, à faire respecter vos propres limites, veuillez aimer cette vidéo, et vous abonner. Laissez un commentaire, partageant la leçon la plus difficile que vous ayez jamais eu à enseigner à votre famille. Parce que votre force, pourrait bien, en sauver une autre.